Il s'appelait Léon. Léon Ladre. C'était un homme égoïste, aigre, toujours grognon, et bien que très riche, d'une avarice extrême. Bref, un véritable vieux grigou que tout le monde surnommait Léon Paix de Mouche. Pourquoi Paix de Mouche? Vous allez vite le comprendre. Ce Léon Paix de Mouche, donc, avait un frère, Joseph, qui heureusement ne lui ressemblait pas, mais alors, pas du tout. Joseph était délicat, bienveillant, toujours de bonne humeur, et surtout d'une très grande générosité. Et pour supporter l'épouvantable caractère de Léon, il en fallait de la générosité, des monuments de générosité. Que dis-je des monuments? Des montagnes. Chaque fois que Joseph rendait visite à Léon, il était bombardé de reproches, des reproches qui concernaient la plupart du temps les dépenses qu'il consacrait à son immense passion, la musique. Pour aller écouter des concerts ou des opéras, il n'hésitait jamais, en effet, à faire de longs et coûteux voyages, et cela mettait chaque fois son vieil avare de frère hors de lui. Tout ce gâchis d'argent, pourquoi? Pourquoi? Je vous le demande. Pour le plaisir des oreilles de monsieur. Non, mais enfin, quel gaspillage! Ça n'a pas de sens, tonnerre de Paix de Mouche! Et chaque fois, Joseph essayait de lui expliquer. Ah, mon cher Léon, je sais que tu ne peux pas comprendre. C'est ça, t'as qu'à me dire que je suis un imbécile. Laisse-moi finir. Tu n'as jamais voulu écouter de musique. Je suis sûr que si tu assistais à un opéra, de Giuseppe Verdi par exemple, tu changerais d'avis. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire un opéra? Allez, Léon, c'est arrête ça? de faire ton Eh oui. grognon. Et au moins une fois dans ta vie, laisse-moi t'emmener. C'est moi qui t'invite. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais rien Je n'y m'en voudrais faisait. de faire un tel gâchis Léon pour Paix les de Mouche bouteilles. toujours refusait. Pour toi, Joseph regrettait infiniment de n'avoir jamais réussi à le convaincre. Avait-il secrètement espéré que la musique parvienne à adoucir le caractère de son frère? Peut-être. Seulement voilà, ce caractère qu'il avait de plus en plus de mal à supporter commençait à épuiser son admirable patience. Et un jour, il arriva fatalement ce qui devait arriver. Il renonça à répondre à l'aigreur toujours aussi blessante et agressive de Léon. Il n'essaya même pas de le calmer. Il le quitta sans un mot. Depuis, les frères Ladre ne s'étaient jamais revus. Au fil des années, Léon devint de plus en plus riche, de plus en plus solitaire et de plus en plus détestable. À part l'argent, rien dans la vie ne l'intéressait. Son cœur était desséché, mais desséché au point qu'il resta complètement indifférent quand il apprit la mort de son frère. C'était un 24 décembre au matin. 24 décembre ou pas, pour Léon, c'était un jour ordinaire. Mais ce qui lui arriva la nuit suivante, ça alors, n'avait rien d'ordinaire. Imaginez, nous sommes donc la veille de Noël, il règne une délicieuse atmosphère de fête dans toutes les maisons, dans toutes sauf dans celle du vieux Grigou. Que peut-il bien faire, lui, en ce début de soirée ? Eh bien, il est encore dans son sinistre bureau, avec son jeune employé, à compter, recompter et recompter ses sous. Les rires et les chants qui parviennent des ruelles agacent notre Léon Paix de Mouche. Il déteste cette coutume qui veut que ce soir-là, les enfants du quartier s'arrêtent devant chaque maison pour présenter leurs vœux. Et quand ils arrivent sous ses fenêtres, Léon explose. Je n'ai que faire de vos souhaits, de cette stupide fête de Noël. Je ne vous ai rien demandé, petit morveux. Me fichez-moi la paix, tonnerre de Paix de Mouche. Et ce qu'il fait ensuite est vraiment méchant. Il balance un grand seau d'eau glacée sur la tête de ces pauvres petits. Oh, vous le croyez, ça? Un peu plus tard, il quitte enfin son tabouret. C'est un signal pour son jeune employé qui range aussitôt sa table, pressé de rejoindre sa famille. Bonsoir, monsieur, et joyeux Noël. Oh, vous n'allez pas vous y mettre aussi? Allez, bon vent, à demain. Mais monsieur, demain c'est Noël et... Et alors? Qu'est-ce que je n'ai à faire, moi, de votre Noël, tonnerre de Paix de Mouche? Non, vous viendrez comme d'habitude. Alors le malheureux jeune homme s'en va la tête basse.
Que voulez-vous qu'il dise ou qu'il fasse? Même s'il ne gagne que 3 sous, il ne tient pas à perdre sa place. Léon ferme alors ses serrures à triple tour, engloutit sa sinistre soupe, monte dans sa sinistre chambre, enfile ses sinistres peignoirs, pantoufles et bonnets de nuit, puis se met au lit. Mais à peine est-il couché qu'il entend une musique venant du rez-de-chaussée. Très faiblement d'abord, puis de plus en plus présente, comme si elle montait l'escalier. Elle glisse maintenant dans le couloir, s'approche. Léon devient tout pâle. Et tout à coup, une vapeur blanchâtre à forme humaine traverse la porte et se plante devant lui. « Bonsoir, Léon. » Cette voix, qu'il reconnaît aussitôt, le glace jusqu'à la moelle des os. « C'est toi, Joseph? On m'a dit que tu étais mort. C'est ton fantôme, alors? Et pourquoi viens-tu me tourmenter avec ton fantôme? » Je ne suis pas ici pour te tourmenter, mais pour t'avertir, mon pauvre frère, que si tu t'obstines à ne pas vouloir changer, à rester égoïste et mauvais, de lourdes chaînes t'attendent en enfer. Il te reste encore une chance d'échapper à cela, une seule. Écoute-moi bien. Cette nuit même, tu vas recevoir 3 visiteurs. Ce sont les 3 génies de Noël. Si tu veux sauver ton âme, suis-les. Et surtout, par pitié, ouvre ton cœur. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour toi, mon frère. Et en 3 secondes, le fantôme de Joseph s'évanouit en même temps que la musique qui était venue avec lui. Le vieux Grigou est bien un peu troublé, mais... J'ai dû rêver. Les fantômes n'existent pas, et puis cette musique, d'où venait-elle, hein? Oh, ça n'a pas de sens, tonnerre de paix de mouche, j'ai rêvé, et puis voilà. Il se tourne et retourne dans ses draps. Le sommeil ne vient pas. L'horloge de l'église voisine sonne les 12 coups de minuit, et c'est alors que lentement, très lentement, les rideaux de sa fenêtre s'entr'ouvrent pour livrer le passage à un ange. Un ange au visage d'enfant, tout vêtu de blanc. « Je suis le génie des Noëls passés. Levez-vous, venez avec moi, nous allons voyager. » « Voyager dans le temps, » lui dit-il en lui prenant le bras doucement. À peine l'a-t-il touché que Léon Pédemouche se sent devenir léger, étrangement léger. Et voilà qu'avec le petit génie, il traverse les murs de sa maison. Et en même temps qu'il s'élève dans les airs, s'élève aussi un chœur de voix douce, comme si toute une volée d'anges les accompagnait en chantant. Mais Léon a beau tourner la tête de tous les côtés, il ne voit personne. Mais ces voix-là, d'où viennent-elles? Des voix? Vous entendez des voix? Je n'entends rien, moi, répond l'ange malicieusement. Oh, je suis quand même pas fou, tonnerre de paix de mouche, là. Ces cœurs. Alors, vous les entendez? C'est curieux. Oh, c'est curieux. J'ai beau tendre l'oreille, je ne perçois que le sifflement du vent. Ah, c'est ça, oui, le sifflement du vent. Non, mais dites-moi que je perds la boule pendant que vous y êtes. Le petit génie ne répond pas. Il sourit seulement. Il survole d'abord la ville emmitouflée de brouillard, puis des montagnes luisantes de givre sous la lune, et ils atterrissent enfin dans un petit village. Léon regarde autour de lui très surpris. C'est le village de mon enfance. L'église, le pont. Oh, ma petite école. Regardez par la fenêtre, Léon, regardez bien. La classe n'est pas tout à fait vide. Mais qu'est-ce que fait ce petit garçon seul ici à cette heure de la... Mais je reconnais cet enfant. C'est moi. Moi quand j'étais petit. Je me souviens, cette année-là, pour me punir, on m'avait privé de Noël. Combien de larmes j'ai versées ici, loin de ma famille. Et comme j'ai pu la maudire, cette fête de Noël. Et vous la maudissez toujours, n'est-ce pas? Lui souffle le petit génie en le reprenant gentiment par le bras. Subitement, le décor change. Il fait jour à présent, et les voilà dans un parc.
Un parc que Léon connaît, mais où il n'est pas venu depuis longtemps. Très, très longtemps. Et soudain, son attention est attirée par un couple d'amoureux. Mais c'est moi aussi, ce jeune homme. Moi, 20 ans. Et la jeune fille, c'est Hélène, mon amour de jeunesse. Comme elle était belle, et comme je l'aimais. Elle avait les yeux les plus ensoleillés que j'ai jamais vus. Elle m'a quitté peu de temps après. Elle disait que je tenais plus à l'argent qu'à elle. Quel imbécile j'ai été. Oh, et puis, ça suffit, petit génie, ramène-moi. Ces souvenirs me font trop mal, ça me... Léon n'a pas le temps de terminer sa phrase qu'il se retrouve dans son lit. Il commençait à peine à se ressaisir quand tout à coup, un géant magnifique en cape rouge et coiffé d'une couronne de houx secoue les barreaux de son lit. Allez, 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 levez-vous, l'ami. Je viens vous chercher. Et n'ayez pas peur. Je suis le génie du Noël présent. Et voilà que le vieux Grigou, sans même avoir eu le temps de protester, se retrouve derrière lui en train d'arpenter la ville. Mais quand le géant fait un pas, lui doit en faire au moins 6, ce qui le fait courir à toute allure. Et curieusement, il n'est pas du tout essoufflé. Léon sent même en lui une énergie qu'il n'a pas connue depuis des années. Cette musique a en elle une telle allégresse que notre Léon ne peut s'empêcher d'éprouver comme un soupçon de gaieté. Oh, tout petit le soupçon, mais tout de même. Et c'est dans le quartier le plus pauvre, dans la plus sombre et la plus sale des ruelles, aux égouts d'une odeur répugnante et devant la plus petite de toutes ces maisons délabrées, que le géant enfin s'arrête. La musique joyeuse aussi s'est arrêtée, pour laisser sa place à une autre mélodie, aussi belle, mais plus mélancolique. Mais d'où elles viennent toutes ces musiques? Oh, je n'y comprends rien, rien de rien. Des musiques? Vous avez bien de la chance d'en entendre, vous. Moi, au milieu de cette misère, je n'entends que des soupirs, des pleurs ou des prières. Oui, bon, oui. Mais n'empêche que moi, je les entends bien, ces musiques tonnerre de peigne-mouche. Le génie ne lui répond pas, mais d'un signe de tête, il l'invite à regarder par la fenêtre de la petite maison. Léon voit alors une femme misérablement vêtue mettre le couvert, pendant que son mari fait cuire leur repas de Noël, quelques maigres pommes de terre. Leur petit garçon est déjà à table. Mais cet enfant, les béquilles qu'il a près de lui, il marche avec des béquilles? Oui, il est très malade. Et son état s'aggrave de jour en jour. Mais ses parents ne peuvent rien faire. Sans argent, pas de médecin. À ce moment, le père se retourne pour poser le plat de pommes de terre sur la table, et Léon le reconnaît. C'est son employé. Il se passe alors une chose tout à fait magique, extraordinaire. Des yeux du géant jaillissent de minuscules étoiles filantes qui atterrissent dans le plat de pommes de terre. Et aussitôt, en plein milieu vient se loger une dinde énorme, juteuse et fumante, comme sortie directement d'un four. Les parents et leur fils se regardent ahuris, puis ils s'embrassent, pleurent de joie, rient et enfin remercient le ciel pour ce miracle de Noël tellement bienvenu. Léon est stupéfait. Le géant, lui, laisse éclater sa joie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi. Oh, c'est tellement bon de faire le bien autour de soi. Allez, venez, l'ami, on n'a pas fini. On a encore des choses à vivre. Et d'une grande et chaleureuse tape sur l'épaule, Léon se fait littéralement catapulter. Et il atterrit à l'opéra. Oui, dans une grande salle d'opéra au beau milieu des spectateurs. Mais que lui arrive-t-il tout à coup? Il est là, figé, bouche bée et méconnaissable. Méconnaissable parce qu'un sourire, oui, vous avez bien entendu, un sourire est venu illuminer son visage. Le public est enthousiaste, mais c'est lui, notre Léon, qui applaudit le plus fort.
Bravo! 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 Il se tourne ensuite vers le génie qui vient d'apparaître à ses côtés. Oh, cette voix. Oh, je pouvais pas imaginer que ça existait, des voix pareilles. Tonnerre de Pénouche. Et la musique. Oh, cette musique. Vous l'avez entendue? Mais qui l'a écrite? Quelqu'un de connu? Ben, plutôt oui. C'est Giuseppe Verdi. Cherche bien. N'as-tu jamais entendu parler de lui, hein? Verdi, Giuseppe Verdi. Mais oui, c'était le fameux compositeur italien que mon frère adorait. Oh, je me souviens. Si vous saviez combien de fois il a essayé de me faire découvrir sa musique, le pauvre n'y est jamais arrivé. De son vivant, non. Mais maintenant, si. D'abord, vous voulez dire que de là-haut? De là-haut, oui. Et je peux te dire que c'est un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai jamais vu, tonnerre de Pédmouche. Et c'est dans cet éclat de rire tonitruant que le génie disparaît comme par enchantement. Léon sort de l'opéra très ému. Il pense à son frère, et des regrets amers commencent à lui barbouiller le cœur. À l'autre bout de la grande place vide, il voit maintenant un inquiétant personnage s'approcher lentement, aussi lentement que glisse un brouillard au ras du sol. Une longue cape noire l'enveloppe tout entier. Un capuchon lui cache le visage. Cette musique, qui semble avancer avec lui, est aussi belle qu'angoissante. La silhouette sombre est tout près maintenant. Léon s'étrangle dans un sanglot. Je crois savoir qui vous êtes et je vous redoute. Vous êtes le génie des Noëls à venir. Hein? C'est cela? Et vous allez me montrer ce qui va m'arriver. La tête au capuchon noir s'incline, mais reste muette. Les pans de la grande cape sombre alors s'entr'ouvrent et laissent apparaître un autre endroit. Un cimetière. Un frisson glacé parcourt le dos du vieil homme. Il sait bien que ce serait inutile de résister. Aussi se laisse-t-il soulever et emporter par l'immense cape du lugubre troisième génie. Le cimetière est désert, enfin, presque. Là-bas, devant une toute petite tombe, un homme pleure. C'est son employé. Mais cette petite tombe... Oh, ce n'est pas celle de... Oh non... Son petit garçon est donc... Oh... Deux hommes passent devant lui sans le voir. Le vieux qu'on a enterré hier, tu sais, celui qui n'avait personne à son enterrement. C'est vrai qu'il était très riche? Ouais, mais il gardait tout pour lui. Et le comble, c'est qu'il n'en faisait rien. Il ne se rendait même pas la vie plus agréable, imbécile. Tout le monde le détestait. Maintenant qu'il soit mort seul et abandonné comme un chien. Eh ben voilà, au moins que personne ne va regretter. Le vieil homme a un effroyable pressentiment. Le troisième génie lève alors la main et du doigt lui désigne le fond du cimetière. Léon s'y précipite, et là, dans un coin sombre et retiré, il voit en effet une tombe, fraîchement refermée. Et pas une fleur, pas une couronne, pas même une modeste petite croix. Rien. En tremblant, il se penche alors sur la pierre tombale et lit un nom, le sien. Léon Ladre. Il cherche le génie. Il veut lui dire qu'il a compris, qu'il n'est plus le même homme. Mais où est-il, ce génie? Il a disparu. Alors Léon s'affole, court dans tous les sens. Il s'essouffle, dégouline de sueur. Mais où est la sortie? Il ne la trouve pas. Il est désespéré. Ses mains s'agrippent à la grille du cimetière. Il la secoue de toutes ses forces et s'étonne que les barreaux ne soient plus en fer, mais en bois, comme ceux d'une colonne de lit, comme ceux de son lit. Léon est dans sa chambre, épuisé, mais bien en vie. Et c'est le matin. Génie, fantôme ou esprit, ou peut-être simplement cauchemar, peu importe. Tout cela s'est envolé. Il saute dans ses vêtements et s'élance dans la rue. Il fait un froid sec et vivifiant, un de ces froids qui jouent du pipeau pour vous faire danser le sang dans les veines, vous voyez?
Il gambade léger comme une plume. Il souhaite un joyeux Noël à tous ceux qu'il croise. Il caresse au passage la tête de quelques enfants. Tout ce qu'il voit lui fait plaisir. Il s'arrête devant 2 clochards, leur remplit les poches de billets et accepte de bon cœur de partager avec eux un verre de vin chaud. Un peu plus tard, les bras chargés de paquets, il frappe à la porte de son employé. « Bonjour, c'est moi. Je suis venu vous apporter quelques petits cadeaux et puis vous dire que j'ai décidé d'augmenter votre salaire, voilà. Ah, et puis ce n'est pas la peine de venir travailler aujourd'hui, hein. C'est Noël après tout. » Puis il repart en sautillant de joie comme un écolier. Ah, si vous aviez pu voir les têtes de l'employé et de sa petite famille. Après cette fabuleuse nuit, notre vieux Léon vécut encore quelques belles années. Sa fortune servit enfin à quelque chose. À faire beaucoup d'heureux autour de lui, à commencer par le petit garçon de son employé, qu'il fit soigner par les meilleurs médecins. Mais il fit plus encore. Il devint pour cet enfant comme un délicieux grand-père. Souvent le soir, il venait l'aider à faire ses devoirs, lui raconter des histoires, et parfois, devinez quoi, il l'emmenait avec lui au concert. Je veux que tu découvres très tôt un des plus beaux plaisirs de la vie. Tu verras, mon petit, la musique, plus tu en écoutes, plus tu l'aimes. Et moins tu peux t'en passer, tonnerre de paix de mouche. Voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais peut-être aimeriez-vous savoir ce qu'est devenu ce petit garçon. Musicien, évidemment. Il choisit d'apprendre le violoncelle et fit partie des plus grands orchestres de notre pays. Il aimait particulièrement interpréter cette œuvre de Giuseppe Verdi, intitulée « La force du destin ». La force du destin. Un titre qui va bien avec cette histoire, vous ne trouvez pas ?